Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui va traiter de la DSN dans la fonction publique. Nous sommes sur une première participation, donc avec un module de présentation relativement simple. Je suis Didier Kuhn. Je travaille au groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, que vous connaissez mieux sous son nom de guerre Net Entreprise, puisque c'est le nom du portail que nous produisons. Nous sommes les artisans ayant fabriqué la déclaration sociale nominative, le véhicule technique pour le prélèvement à la source et d'autres outils de simplification. Pour ce webinaire régional, j'ai le plaisir d'être accompagné par Anne-Camille Marlier de l'URSSAF, Benoît Zarzak de l'URSSAF aussi, et Barbara Thiraud de la CARSAT. Vous avez à votre disposition un outil de sondage. Alors, pour le son, je vous invite à aller voir dans le petit micro en haut ou dans la barre de votre navigateur, si vous avez le son qui est activé. Sinon, tout en bas à droite, le petit haut-parleur, vous avez peut-être... Non, mais normalement, vous avez du son. Parce que moi, je m'entends, c'est que vous devez m'entendre aussi. Donc, je vous mets à disposition un sondage avec des petites questions. Je vous invite à y répondre. Ça nous permet effectivement de mieux cerner les demandes que vous pouvez avoir. Et puis, vous allez en avoir un autre. Tiens, je vais le mettre tout de suite, comme ça au moins, ça va fonctionner. Voilà, sur l'entrée, je publie les deux sondages. Alors, beaucoup de chat, vous n'avez pas de caméra. Bon, bah si, tout va bien, mais bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va démarrer la présentation. Je vous invite à poser des questions dans l'onglet questions, puisque mes collègues des Hauts-de-France vont pouvoir vous répondre au travers de l'outil questions. Et puis, on reviendra à la fin de la présentation pour, en vidéo et avec le son, répondre à quelques questions particulières ou plus sûres. Autre information, dans le courant de l'année 2021, pour ceux qui ont obligation de rentrer au 1er janvier 2022, vous aurez deux autres rendez-vous. On vous proposera deux autres rendez-vous à l'automne et au printemps pour vous présenter d'autres webinaires plus tournés expertise, plus tournés réalisation technique de la DSN. Et sinon, on se tient à votre disposition tout au long de l'année pour répondre à vos questions métiers, bien évidemment, et vous accompagner dans ce changement qu'est l'entrée de la déclaration sociale nominative. Donc moi, je vais couper ma caméra, je vais mettre en avant le support, que normalement vous devriez tous voir, et c'est parti pour la présentation. Donc la DSN dans la fonction publique. Trois grandes parties dans cette intervention, les généralités sur la DSN, le dispositif tel qu'il est fait pour vous, plus spécialement, la fonction publique, et puis comment garantir la réussite de l'entrée de DSN en 2021. Alors, on aurait tendance à dire, pour rentrer au 1er janvier 2021, c'est un petit peu en retard, mais ce n'est pas parce que c'est en retard que c'est trop tard. On peut toujours le faire. Et puis pour 2022, vous êtes tout à fait dans les clous. On va pouvoir commencer à travailler sur ce sujet. Alors, la DSN, c'est finalement une mesure qui est portée par les pouvoirs publics. Elle est née de la loi du 22 mars 2012, que l'on appelle loi Warsmann, qui était relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, comme c'était écrit. Ça a été poussé et propulsé par le pacte de responsabilité et de solidarité en 2014, et ça s'appuie sur un principe qui est le « dites-le nous une fois », c'est-à-dire que quand une administration ou un organisme de protection sociale a reçu une donnée, vous lui avez transmis une donnée, les autres doivent y avoir accès et donc ne plus vous les demander, c'est-à-dire que vous ne devez plus avoir qu'un seul flux de données sortant, et ensuite cette charge pour nous de le dispatcher ou d'aller le chercher en fonction de ceux qui en ont besoin, exclusivement les données dont ils ont besoin. Ça recouvre plusieurs enjeux, bien évidemment, simplifier les démarches de l'entreprise. Vous allez voir que bon nombre de déclarations sont supprimées et qu'on passe effectivement à un flux informatique automatisé. Ça sécurise les droits des agents parce que quand on divise le nombre d'interventions humaines, le nombre de déclarations, le nombre d'échéances, le nombre et encore le nombre, eh bien effectivement, on diminue les risques d'avoir des erreurs suite aux interventions humaines puisque chacune de ces actions est faite par un humain.
Ça fiabilise les données sociales parce que à partir du moment où vous n'en fournissez plus qu'une, ou vous la fournissez une seule fois, il y a extrêmement peu de chances que vous ayez des erreurs dans les transmissions ultérieures. Et donc, effectivement, cette donnée est fiabilisée. On optimise les procédures. Dans un premier temps, on va supprimer 26 procédures déclaratives administratives à l'aide de ce flux. Donc, effectivement, on optimise les actions. On généralise la dématérialisation dans le lien entre les entreprises, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale et donc le suivi des carrières, le suivi des droits et l'ouverture des droits de chacun des salariés. Ça permet de lutter contre la fraude, puisque ça identifie chaque mois le positionnement de chacun d'entre nous au regard de la protection sociale, et puis ça facilite l'évaluation des politiques publiques jusque-là, pour savoir si une mesure qui était prise pouvait faire avancer. Le projet, on avait un délai qui était à peu près de 24 mois, et donc pendant 24 mois, on ne savait pas si les mesures étaient actives. Aujourd'hui, en mettant par exemple en place les emplois francs ou des emplois aidés, dans un délai de 2 mois, on peut vérifier sur le nombre d'embauches, la localisation de ces embauches et les personnes qui sont concernées, si c'est une mesure qui fonctionne et si elle est efficace ou pas. C'est un outil industriel, je vous disais, 26 procédures déclaratives qui sont placées, une trentaine d'organismes de protection sociale directement rattachés à la DSN et plus de 330 organismes complémentaires qui reçoivent les données pour lesquelles ils sont habilités. C'est aussi un outil incontournable des politiques publiques. C'est à partir de la DSN qu'a été possible la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Et pour vous, dans la fonction publique, le passage avec un outil qui s'appelle Passereau. On a depuis le 1er janvier 2020 des modalités de calcul des APL qui sont en place, et même si ça n'est pas encore déployé, ça sera déployé en 2021. C'est quelque chose qui est en test et qui permet d'actualiser les aides qui sont versées, et aussi de créer à l'intérieur des différentes entreprises, des différentes administrations, la mise en place d'indicateurs, comme par exemple l'indicateur homme-femme, ou alors les indicateurs de recours de façon excédentaire au contrat court. Enfin, tout ce qu'on peut avoir besoin d'installer comme suivi de la gestion humaine dans les entreprises et dans les administrations peut se faire à partir de la déclaration sociale nominative, qui est une action de la paye. La DSN, c'est un projet commun qui a été co-construit. On n'est pas parti d'une feuille blanche, on est parti des habitudes de paye et des pratiques de paye que vous utilisez déjà. C'est donc piloté par le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales, le JPMDS dont je fais partie, qui lui organise la mutualisation des outils de dématérialisation. On a monté énormément d'ateliers de travail qui sont organisés de façon à faire un suivi au plus près des évolutions du projet et de son déploiement. On l'a fait bien évidemment avec les éditeurs et les employeurs auto-éditeurs, puisque c'est par le biais des logiciels de paye que cette mise en place se fait, mais aussi avec les déclarants, par le biais de la DGAFP, c'est-à-dire la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, la DGOS pour la Fonction Publique Hospitalière, la Direction Générale de l'Offre de Soins, et la Direction Générale des Collectivités Locales et la DGFIP pour les payes qui sont faites par l'État. Et puis des instances de concertation, des ateliers de travail communs auxquels se sont associés les organismes de protection sociale. Et pour ceux qui sont avec la Caisse de dépôt et consignation, c'est-à-dire les régimes de retraite CNRACL, RAF et IRCANTEC, la DGFIP pour le prélèvement à la source, et non pas seulement la DGFIP dans sa version trésorerie payeur, et les fédérations des organismes complémentaires. Ce petit schéma vous permet d'avoir ce qu'on pourrait appeler un cercle vertueux pour une entrée en DSN réussie. On vous demande de déterminer les sirettes. Et je plante à ce moment-là mon support. Hop. Donc voilà, on vous demande de déterminer les sirettes parce que en réalité, la DSN est à la maille du siret, de l'établissement. Or, on sait que dans une collectivité locale, dans un établissement public, il est possible d'avoir plusieurs sirettes. Normalement, on aurait dû donc recevoir autant de DSN que de sirettes. Et pourtant,
ce ne sont pas forcément des comptes cotisants employeurs connus à l'URSSAF, ce ne sont pas forcément des lieux de travail. Et donc, on vous conseille de choisir l'établissement qui gère la carrière et la paye, puisque généralement, c'est l'endroit où se fabrique la paye. Avec une petite précision tout de même, il est important de vous rapprocher de l'URSSAF si vous avez un doute, parce qu'il est indispensable que le SIRET que vous allez choisir soit déjà un compte cotisant, de façon à ce qu'effectivement, il n'y ait pas toute une démarche à mettre en place et que les choses puissent se faire dans la continuité sans qu'il y ait de rupture entre vos obligations, les transmissions et ce que vous souhaitiez mettre en place. On vous demande de contrôler les SIRET déclarés et les lieux de travail, de vérifier les numéros de sécurité sociale de vos agents, parce que nous avons besoin de 99% de NIR certifiés pour que la DSN puisse fonctionner. Par NIR certifié, j'entends un NIR sur lequel l'identification des personnes est à l'identique de son inscription au niveau de la sécurité sociale. L'exemple le plus simple, vous avez effectivement une personne, une jeune femme, inscrite à la sécurité sociale, bien évidemment avec son nom de naissance, mais qui peut, dans votre entreprise, dans votre administration, être inscrite ou enregistrée si elle est mariée avec un nom différent. Et à ce moment-là, on se retrouve avec un NIR qui n'est pas certifié, puisqu'on n'est pas sûr, puisque les deux noms sont différents pour le même numéro. Donc, il faut les vérifier parce que la DSN a pour vocation de suivre la carrière ou le statut d'un individu de son premier jour d'activité jusqu'au jour de son décès. Donc, il faut qu'on soit sûr que c'est la même personne qui est concernée. Ensuite, on vous met à disposition des outils pour contrôler le fichier. Un outil qui s'appelle DSN Val qui vous permet de savoir si le fichier que vous avez est lisible, s'il est écrit correctement par l'ensemble des rubriques qui sont attendues sont remplies. Et puis, un outil DSN FPOC qui est un outil qui permet de paramétrer automatiquement certains organismes complémentaires et certaines activités particulières. Et puis en dernier lieu, mais ce n'est pas la moins importante pourtant, on vous demande de consulter les comptes rendus métiers, qui soient financiers, c'est-à-dire éventuellement si on relève une exactitude, une anomalie ou une question au niveau des sommes et au niveau des chiffres, et des comptes rendus nominatifs, si il s'avère qu'effectivement, c'est à propos d'un individu que le problème ou l'anomalie a été détecté. Dans le tableau qui suit, on vous présente exactement ce que je viens de vous dire, mais en le détaillant un peu plus. Par exemple, pour ce qui s'agit de déterminer les SIRET qui seront déclarés, on vous précise effectivement qu'il faut choisir une maille déclarative adéquate. Et vous avez dans la petite colonne de droite, en jaune, des fiches consignes. On met à votre disposition des fiches consignes qui reprennent le détail et de l'obligation, et de 2, le détail de ce que cela concerne exactement, la façon de faire, et de 3, les modalités pour les déployer. Donc, par exemple, la fiche consigne 2058, ça vous permet d'identifier un établissement et une entreprise, donc le SIRAN et le SIRET, pour un employeur qui relève de la fonction publique. Vous avez, pour la vérification des NIR, une page qui vous emmène sur « Je vérifie les numéros de sécurité sociale de mes agents ». Et puis, les liens. Alors, les liens que vous avez qui sont à l'intérieur du fichier PDF que je suis en train de vous présenter, fichier PDF qui est téléchargeable, les liens sont actifs. Si, pour une raison ou pour une autre, eh bien, Madame Drumès, vous posez la question juste au moment où je vous l'annonce, le PDF va être disponible. Vous pourrez accéder à un replay après la présentation. Donc, s'il y a une coupure technique ou si vous perdez le son ou l'image, vous récupérerez vous aurez la possibilité de revoir cette présentation entièrement, mais ce que je vous disais, c'est que le fichier PDF qui est téléchargeable, s'il n'est pas téléchargeable correctement, on va le mettre dans les heures qui suivent, les liens qui sont actifs vous permettent d'accéder directement aux différentes fiches. Alors, comment on fait pour déposer sa DSN? 2 méthodes. La première, la plus généralement utilisée, puisqu'aujourd'hui, près de 90%
des transmissions de DSN se font en mode machine to machine, ou alors en ce qu'on appelle en interface applicative, en API, qui permettent d'envoyer le flux au moment où vous terminez la paye. Quand vous validez la paye, ça crée un flux qui est envoyé directement au système d'information de la DSN qui a été paramétré auparavant quand vous avez fait l'installation du logiciel. Ou alors en mode upload, et à ce moment-là, quand vous voulez déposer votre DSN, vous fabriquez, votre logiciel fabrique un fichier qui s'enregistre sur votre disque dur. Vous allez vous connecter sur Net Entreprise, sur votre compte DSN, et sur le tableau de bord, vous allez voir apparaître un petit onglet qui vous propose de télécharger le fichier déclaratif, et à ce moment-là, vous le déposez donc par ce fichier. Pour plus de renseignements, vous avez deux éléments, deux petits MOOC. Dans les MOOC, c'est des petits applicatifs vidéo. Le premier sur la DSN pour la fonction publique, son mode d'emploi, et le second sur le tableau de bord pour vous familiariser, pour découvrir effectivement le tableau de bord. Sur la logique DSN et sa temporalité, alors je vous vois poser des questions dans le chat. Je vous invite à passer par les questions parce que le chat va être effacé en fin de séance, et si des questions ou des demandes sont restées sans réponse, on ne pourra pas les retrouver nous et on ne pourra pas vous joindre pour vous répondre et pour vous les redonner. Donc, je vous invite à passer par l'onglet questions, même si l'onglet chat permet d'avoir un lien plus facile avec les personnes de l'URSSAF et de la CARSAT qui sont avec moi, prêts à répondre à vos questions. Donc, dans la logique et sa temporalité, en réalité, la DSN, ça emporte tous les éléments de salaire d'un mois M. Et elle doit être transmise, la DSN, le 5 du mois M+1 à midi, avant le 5 du mois, ou avant le 15. Et là, ça dépend si vous êtes mensualisé ou trimestrialisé. Vous savez déjà, puisque c'est déjà votre cas. Avant midi. Très honnêtement, j'aurais tendance à vous inciter à ne pas attendre. Alors, je suis désolé, normalement, je suis revenu. J'espère que vous m'entendez à nouveau et que le lien repasse. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vendredi. Oui, on vous entend bien. On vous entend bien. Mais merci beaucoup. Je suis désolé. Vous êtes mal la première région qui m'éjecte en plein milieu d'une présentation. Donc, je suis triste. Ça... Alors, est-ce que mon lien est redevenu plus efficace? Je pense que oui. J'ose plus toucher à rien et bouger à rien parce que j'étais... merci, Madame Doncette. Je viens de me faire à nouveau ressortir, alors que j'ai visiblement pas de problème de réseau, mais
J'en suis désolé, excusez-moi. Donc j'en étais sur la temporalité, oui. Je vous invite, merci à ceux qui me rassurent sur le fait que je ne suis pas tout seul. Vous ne devez pas attendre l'échéance. L'échéance, c'est vraiment la date butoir à laquelle ça doit être fait, parce que si par hasard, pour une raison, vous voyez ce qui vient de m'arriver, une micro-coupure téléphonique ou électrique, le fichier qui arrive dans le système DSN va être refusé parce qu'on craint qu'il puisse être corrompu. Il présente des éléments techniques qui nous font croire qu'il est peut-être corrompu et du coup, on va le refuser. On va le renvoyer, on va vous dire non, non, pas du tout, on veut pas. Et si par hasard on était à 12h05 et que ça m'est pas arrivé ce coup-là, et merci, du coup je suis revenu avec vous, heureusement, je peux me reconnecter. Si par hasard vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas déposer votre DSN. Et si vous n'avez pas déposé votre DSN avant la date d'échéance, vous êtes effectivement dans le cadre d'une non-transmission de déclaration. Et à ce moment-là, vous êtes passible de pénalité. Et surtout, vous ne remplissez pas une obligation légale de transmission de données. Donc, je vous disais, le 5 ou le 15, vous le savez, puisque c'est déjà le cas. Quand vous êtes au trimestre, vous pouvez demander à l'URSSAF à rester au trimestre, effectivement, à continuer. Par contre, vous devrez déposer chaque mois une DSN, mais les 2 premières DSN sans cotisation et la 3e DSN avec une cotisation pour le trimestre. Si vous vous apercevez qu'il y a un petit souci dans le fichier avant l'échéance, vous pouvez faire une DSN annulaire en place. C'est-à-dire que vous refaites tout simplement une DSN et elle écrase celle qui était déjà enregistrée dans le système. Par contre, si vous avez dépassé la date d'échéance, l'identification d'anomalies ou de problèmes que vous faites de votre côté ou les modifications que vous voudriez porter, vous allez les porter dans la DSN qui suit, dans un bloc changement, dans un bloc correction, en lui affectant la bonne date, c'est-à-dire en disant telle somme ou telle chose, tel événement est arrivé à telle date, et dans le système, on saura le corriger. Vous savez qu'il y a depuis 1 an maintenant la mise en place par le législateur de ce qu'on a appelé la loi OOPS, qui était la loi qui permet de reconnaître la possibilité d'une erreur. Donc, dans le cadre de la DSN, on l'applique. Si vous avez fait une erreur ou s'il y a une anomalie, un manque dans une des DSN, si vous la corrigez dans la DSN du mois suivant, il n'y aura ni pénalité ni contrainte. On sait l'affecter dans le respect de cette loi-là. En résumé, on peut dire effectivement la DSN, c'est une déclaration mensuelle qui porte sur le mois principal déclaré, précédent, puisqu'on va déposer le 5 février la DSN du mois de janvier, le 5 mars la DSN du mois de février, et qui est établie à partir des données de paie. En réalité, on dit déclaration sociale nominative, mais c'est pas une déclaration, c'est un flux d'informations qui passe effectivement dans le système. On peut déposer une DSN jusqu'à sa date d'échéance à midi. Et donc, dans la slide précédente, il a été précisé qu'on pouvait déposer une DSN avec 1 mois d'avance. Et là, ça solutionne la question que vous n'avez pas encore posée, mais que vous n'auriez pas manqué de poser le mois où je suis parti en vacances. Comment est-ce que je fais pour que je puisse être en règle? Eh bien, si vous êtes à la date d'échéance du 5, le 5 juin, si vous partez en vacances au mois de juillet, vous pouvez déposer le 6 juin la DSN du mois de juin que vous auriez dû déposer en juillet. Et s'il y a des modifications pendant le mois de juillet, quand vous allez être rentré de vacances, le 5 août, vous pourrez déposer la DSN du mois de juillet corrective, avec des éléments de correction de la DSN du mois de juillet. En cas d'erreur ou de type d'anomalie, les contrôles peuvent être déclenchés lors du dépôt. La première série, c'est effectivement les contrôles bloquants. On vous renvoie le fichier, on vous dit, mais non, on peut pas le lire, on n'en veut pas, on sait pas faire. Et puis d'autres qui sont des contrôles non bloquants, qui sont généralement des contrôles interdéclaration ou interbloc à l'intérieur de la DSN, où par exemple, si vous nous déclarez 10 millions de salaires pour 2 agents, ou si vous nous déclarez 2730 € de salaire pour 1000 agents, on va se douter qu'il y a quand même un petit problème, puisque ça ne colle absolument pas. Donc là, on peut avoir aussi ce type de contrôle. Alors, c'est pas bloquant, on prend la DSN parce que on n'est pas à l'abri d'une erreur, effectivement, ou d'une modification. Peut-être que vous vous retrouvez effectivement avec une collectivité, avec des agents, avec des salaires de ce niveau-là. Sauf qu'on vous fait remonter l'information en vous disant, attention, nous, on a l'impression qu'il y a une anomalie à cet endroit-là. Si c'est le cas, vous la corrigez dans la DSN suivante. Si c'est pas le cas, de toute façon, on a enregistré
les éléments qui sont mis en place. Le flux, il est envoyé aux différents partenaires avec une particularité, c'est que dans le cadre de la DSN, de la fonction publique, puisque ça passe par la caisse de dépôt et consignation, on a 3 jours de supplément entre la date d'échéance et la transmission à la CDC, et donc vous n'aurez les comptes rendus métiers et les retours de la DSN que vous venez de déposer qu'à partir du 8 ou du 18 en fonction de la date d'échéance qui est retenue par cet élément-là. Alors, Madame Menu, je ne sais pas si effectivement mes collègues sont en train de répondre aux questions de façon écrite. Donc, je vais en profiter pour faire une digression tout de suite et vous répondre en direct. Le législateur a prévu depuis le mois de juillet dernier que l'ensemble des déclarations devaient être mensuelles, que le trimestriel ne pouvait être que exceptionnel. Donc, c'était une demande à passer auprès de l'URSSAF. Mais effectivement, les cotisations, la DSN, l'arrivée de la DSN ne change rien au rythme des cotisations et au système de cotisation. Donc, si vous avez effectivement un SIRET qui est en format trimestriel et un autre qui est au format mensuel, par contre, il vous faudra 2 DSN. Une qui aura une cotisation mensuelle qui sera passée sur l'établissement qui déclare tous les mois, et pour le CCAS, pour le faire. Par contre, la date d'entrée dans la DSN va être définie à la maille du SIRAN et non pas à la maille du SIRET. Donc, à partir du moment où un SIRAN rentre en DSN, et dans l'obligation de rentrer en DSN, tous les SIRET qui sont affectés doivent rentrer en même temps. C'est-à-dire tous ceux qui sont issus du même SIRAN doivent rentrer en même temps. Et là, c'est pas au niveau du SIRET, au niveau de l'établissement, donc, que l'on établit l'entrée ou non en DSN. Sur les différents, je reviens sur la présentation, sur les différents retours que vous avez, il y a effectivement les comptes rendus métiers avec le lien pour le protocole du pilote 2020 et qui bientôt va être remplacé par le protocole du pilote 2021. Les certificats de conformité, c'est quand vous avez bien déposé votre DSN et c'est ce document qui vous lève de l'obligation déclarative. Ça vous lève pas, ça ne préjuge pas de la qualité de ce que vous avez déposé, mais ça fait que vous êtes effectivement directement dans le droit chemin. Le bilan d'anomalie, mais quand on rencontre une anomalie, et puis le BIS, le bilan d'identification des salariés, qui dit attention, on a relevé 1, 2 ou pas ou 10, parce que quand il n'y a pas du tout, il n'y a pas de BIS, ou 10 personnes chez vous, d'individus sur qui on a un doute. Il faut que l'on certifie les numéros de sécurité sociale que vous utilisez pour ces gens-là. C'est soit mis à disposition dans votre logiciel si vous êtes en mode API, mais de toute façon, c'est mis à disposition sur le tableau de bord net entreprise avec une petite particularité. Net entreprise ne conserve les éléments de bord et donc vous êtes effectivement en attente. Alors, pour ce qui est du dispositif spécifique pour la fonction publique, vous posiez la question de savoir comment est-ce qu'on sait si on doit rentrer. Vous avez ce tableau qui donne sur 3 colonnes les 3 échéances et qui vous précise, en fonction, si vous êtes dans la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État ou les fonctions publiques hospitalières, qui précise le détail de ce qui a été décidé pour vous donner la date d'exigibilité. Il y a très forte chance, si vous deviez rentrer au 1er janvier 2021, que vous avez déjà ou quelqu'un de votre soit collectivité territoriale, soit agence publique, vous avez établissement public, vous avez reçu une information de la part de l'URSSAF, vous avez été contacté par l'URSSAF, vous allez l'être très rapidement, parce qu'en réalité, on sait identifier ceux qui sont attendus dans la DSN. Puis pour le 1er janvier 2022, si c'est votre cas, vous êtes effectivement dans les bons clous. C'est le moment de commencer à vraiment vous y intéresser. Et si par hasard, vous deviez rentrer au 1er janvier 2022, mais que vous êtes déjà prêt, parce que vous avez déjà commencé ou que vous êtes avec des collègues qui sont déjà rentrés en DSN, vous pouvez rentrer au 1er janvier 2021. Les bornes qui vous sont données sont des bornes ultimes d'exigibilité, c'est-à-dire que vous devez être rentré avant cette date si vous êtes concerné. Donc, si vous rentrez avant,
ça ne pose pas de problème, avec une particularité tout de même que l'on ne peut rentrer en DSN que le 1er janvier. Enfin, le 1er janvier, que pour le mois de janvier, pardon. Le 1er janvier, vous allez, j'espère pour vous, pour la majorité d'entre vous, être en famille pour fêter la nouvelle année qui, je le souhaite pour nous tous, va être bien meilleure que celle que nous venons de traverser. Alors, pour la fonction publique plus particulièrement, la DSN, depuis janvier 2020, remplace la DATSU, puisque les données nominatives sont emportées chaque mois à l'intérieur du système. Pour la DUX, dans son volet URSAF, c'est effectivement terminé aussi. Et de la même façon, et là c'est plus important, vous ne devez plus faire de passereau. Parce qu'à partir du moment où vous faites la DSN, vous faites le prélèvement à la source traditionnellement. Et si par hasard, vous émettez un fichier passereau en même temps, en doublon, en vous disant, oh là, je ne veux pas prendre de risque, je vais le faire 2 fois, mais vous serez prélevé 2 fois. Et ensuite, il va y avoir un certain délai avant que vous puissiez vous faire rembourser les sommes qui ont été indûment prélevées. Parce que la DGFiP va prélever pour passereau et pour le pass. Donc, dès que vous rentrez en DSN, en production, pas en test ni en pilote, dès que vous rentrez en production, le passereau n'est plus exigé, il ne faut plus le faire. Et en commentaire, la DATSU et la DUX, de toute façon, disparaissent définitivement le 1er janvier 2022. Il sera plus possible d'en faire après, on ne pourra plus les recevoir. Donc, vous serez obligatoirement, par le biais de la déclaration sociale nominative, pour transmettre les données et les cotisations sociales. Si vous avez des questions particulières relatives à ces déclarations, la DATSU, la DUX ou passereau, on vous a mis des liens pour que vous puissiez aller vous connecter et vérifier s'il restait des questions. Quand on est passé dans la DSN, pour le régime général, on a utilisé les mots de la comptabilité du régime général, les mots des organismes de protection sociale. Et quand on a commencé à élargir la fonction publique, on s'est aperçu que certains termes n'étaient pas adaptés. Alors, on avait le choix de faire 2 types de DSN, mais ce n'était pas du tout le sens de cette réforme. Ou alors, et ça a été décidé en accord avec l'ensemble des parties prenantes de la DSN fonction publique, on s'est mis d'accord pour créer un lexique qui faisait le lien entre les termes utilisés dans la DSN et la réalité de vos pratiques de paye dans la fonction publique. Donc, par exemple, un salarié, en réalité, chez vous, ça désigne un agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant, c'est l'administration ou l'organisme public. Le traitement chez vous, dans la DSN, s'appelle salaire. Et puis, une notion nouvelle, parce qu'elle n'existe pas dans la fonction publique, c'est la notion de contrat. En réalité, c'est ce qui désigne la relation employeur-agent. Et vous allez voir que dans le cadre particulier, par exemple, des détachements, on a besoin de parler de cette notion de contrat parce qu'on a besoin d'avoir la date de début et la date de fin de détachement et des éléments précis, savoir qui renseigne les notions de contrat. Et là, vous l'avez plus en détail, cette notion de contrat qui est effectivement l'accord dans lequel sont fixées les obligations réciproques de l'employeur et du salarié. Et donc, ça doit être effectivement une transition directe sur cette notion de contrat. Et puis, l'autre élément important et qui change, c'est effectivement la déclaration des quotités de travail dans le régime général et dans la DSN initiale. La quotité de travail était mensuelle, il n'y avait donc pas de discussion. Or, dans certains statuts de certaines fonctions publiques, il est prévu des quotités de travail qui sont hebdomadaires. Et donc, il a fallu créer une nouvelle notion, une nouvelle entité à l'intérieur de la DSN qui était la quotité de travail. Juste pour vous dire, les données qui étaient transmises par les différentes déclarations avant la DSN, c'était environ 850 données différentes. Avec la DSN, on a chuté à 410, auxquelles se sont rajoutées 50 données supplémentaires pour la fonction publique. Alors, je vous parlais du cas particulier du détachement. Dans la réalité de la fonction publique, le fonctionnaire détaché, il reste lié à ces 2 établissements. L'établissement employeur d'origine et puis l'établissement d'accueil dans lequel il est détaché. En face se trouve le système DSN qui, lui, dit que la déclaration d'un détachement obéit à 2 grands principes. Les modalités diffèrent selon que l'on soit l'établissement d'origine ou celui d'accueil, mais les 2 établissements, origine et accueil, doivent impérativement déclarer le fonctionnaire, avec
je vous le concède, une particularité, c'est qu'un seul de ces établissements déclare les cotisations et les paye. Ça, c'est défini en fonction du détachement et de la fonction publique dont relève l'agent qui est détaché. Et puis, le détachement est à déclarer dans l'établissement d'origine, donc celui qui est l'employeur d'origine, comme une suspension du contrat avec un code que vous découvrez peut-être pour la première fois et avec lequel vous allez effectivement vous habituer à utiliser, le S21G0065, qui est le code qui correspond à autre suspension d'exécution du contrat. Vous avez plus de renseignements et à nouveau, on est dans la base de données, la fiche consigne, la 2055 et les 2342, qui relèvent les cas vraiment précis qui sont à voir avec cette question du détachement. Un petit point de montée en charge de la DSN au niveau de la fonction publique. Il y a un peu plus de 1000 employeurs pour 680 000 agents. On a 250 métropoles, communautés d'agglo et communautés urbaines. On a un peu plus de 600 communes. Et surtout, les éditeurs qui sont au rendez-vous et pour lesquels le logiciel fonctionne depuis le 1er janvier 2020 en production, que sont Berger-Levrault, Exae, Sopra HR, JVS Merestim, Cyril Cosolus et GFI Progiciel. Alors là, on attaque les phases pilotes. Pour rentrer en DSN, on a commencé à travailler avec les éditeurs de façon très précise. Donc, le régime général est maintenant fonction publique. Les éditeurs sont accompagnés d'éléments sur l'entrée en DSN et surtout sur le paramétrage des logiciels spécifiques. On a ouvert un pilote en norme 2020 qui est ouvert depuis avril jusqu'à décembre puisque là vous le découvrez, les normes qui sont millésimées chaque année. On a une norme dans le cahier technique qui est millésimée, qui correspond à l'année, mais elle est écrite un petit peu plus tôt quand même pour que les éditeurs aient le temps d'installer cette norme dans leur logiciel. Et par exemple, en septembre, on a la norme, depuis septembre, on a la norme 2021 pour laquelle les logiciels travaillent dans le pilote. Elle va fonctionner jusqu'au 3e trimestre 2021, date à laquelle on va rentrer dans un pilote avec la norme 2022, sachant que la norme 2021 démarre au 1er janvier 2021, s'arrête au 31 décembre, la 2022 dans les mêmes cas. Alors, comment garantir la réussite d'entrée? Donc d'abord par une communication progressive. On a commencé à en parler déjà il y a quelques années. Maintenant, on rentre effectivement réellement dans le dur. Et vous avez sur ce tableau les différents outils ou les différents moyens d'accompagnement qui ont été mis à disposition, qui sont décidés, qui sont mis à disposition selon votre typologie d'acteurs pour entrer dans la DSN. Donc avec pour tous les employeurs éditeurs le portail du JPMDS et DSN Info, les sites internet des régimes complémentaires et puis des emailing et des enquêtes pour effectivement savoir où vous en étiez, comment vous aider. Vous avez les employeurs des phases spécifiques, des phases pilotes, pour qui on a mis toujours le portail Net Entreprise, JPMDS et DSN Info, et auxquels se sont rajoutés des emailing, des flashs, des lettres d'information aux employeurs et des décryptages de certaines situations, plus des actions terrain. Je ne vous cache pas qu'avec la crise sanitaire, les actions terrain se sont considérablement réduites à des rendez-vous en face à face pour certains cas très particuliers. Et puis un accompagnement adapté, donc pour les employeurs, selon qu'ils rentrent en 2020, 2021 ou 2022 avec des communications décideurs, des courriers des directeurs, présidents d'associations, de l'emailing. Ce qui nous occupe aujourd'hui, une session à distance, et puis des actions terrain, à nouveau, qui ont été suspendues, on espère qu'elles reprendront courant 2021. Et puis pour les centres de gestion et pour les correspondants hospitaliers, des actions de communication spécifiques, puisque effectivement, les tiers déclarants et que sont les centres de gestion et les correspondants hospitaliers répondent à des demandes très précises. Sur les outils qui sont mis à votre disposition, vous avez la base de connaissances. La base de connaissances Net Entreprise, c'est effectivement l'endroit où se trouvent toutes les informations relatives à la DSN. Et il y en a tellement
qu'il a été décidé de changer les modalités d'accès à Net Entreprise et à DSN Info. Et on peut le faire maintenant directement par typologie d'acteurs. Donc, par exemple, vous êtes d'un organisme public ou l'administration, vous rentrez dans une partie de la base de connaissances qui emporte toutes les fiches qui sont exclusivement destinées aux organismes publics et l'administration. Quand vous arrivez sur cette base de données et sur DSN Info, je vous invite à ouvrir un espace personnel et de vous abonner pour recevoir les actualités. Et surtout, de vous abonner aux fiches que vous lisez. Parce que, petit exemple, au début de la DSN, la notion d'effectif, quand on a interrogé la notion d'effectif, il y avait 17 effectifs différents. Quand vous interrogez avec la DSN aujourd'hui la notion d'effectif, il n'y en a plus que 2. Si vous cherchez aujourd'hui des renseignements parce que vous voulez savoir comment on peut calculer tel type d'effectif, si vous accédez à la feuille de 2020, début 2020, 2019, début 2020, on vous donne effectivement l'information avec 17 notions d'effectifs. Et vous allez faire des erreurs. Si vous êtes abonné à cette fiche, le jour où le législateur change par décret portant simplification ou réduction de la charge, on change son contenu, vous recevez un mail qui vous avertit en vous disant attention, vous avez reçu effectivement, vous avez demandé une information spécifique, là en l'occurrence sur la notion d'effectif, cette notion vient de changer. Je vous remercie de bien vouloir consulter les nouvelles modalités. Et du coup, vous êtes toujours à jour. Donc vraiment, la création de ce compte personnel et l'abonnement pour les actualités et les fiches consignes, c'est vraiment un plus qui vous est offert. On ne peut pas le faire pour vous, on ne peut pas vous forcer à le faire. Moi, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est très utile. Et puis à côté, de façon un peu plus ludique et peut-être plus simple d'accès, vous avez des MOOC et des vidéos, des petits outils d'e-learning qui sont à votre disposition, qui sont basés sur des cas spécifiques, des cas concrets, comme par exemple comment déclarer un salarié, un agent détaché, comment rattacher un agent à la fin d'un détachement. Enfin voilà, tous ces éléments-là, à chaque fois, ça fait l'objet d'un traitement particulier. Après, vous avez un guide de démarrage spécifique. C'est pas un guide de démarrage, c'est pas un mode d'emploi de la DSN. Le guide de démarrage, il a été écrit en fonction de la connaissance que l'on avait aspirée de l'entrée en DSN des pilotes, des tout premiers qui rentraient, les cas de paye particuliers, les pratiques de paye habituelles, le lien spécifique avec certains logiciels de paye aussi. On est parti de tous ces éléments-là et on a créé ce guide de démarrage qui vous permet de rentrer le plus sereinement possible dans le système DSN. Et puis, un lexique beaucoup plus complet, parce que je vous ai parlé de quelques items tout à l'heure, quelques éléments. Il y a beaucoup plus d'éléments que ça pour vous permettre effectivement d'accéder à des termes bien particuliers et à leur transcription dans la DSN. Mais il n'y a pas que les outils qui sont mis à disposition par le JPMDS et par DSN Info. Tous les organismes qui sont autour de nous mettent à disposition des outils. Et là, vous avez les liens pour accéder directement pour la CNRACL, le RAF ou l'IRCantec, à la rubrique spécifique qui est mise en place avec effectivement des FAQ, des supports pédagogiques, des agents virtuels intelligents et puis des liens avec des correspondants territoriaux dans certains organismes ou nationaux dans d'autres. Là, je passe rapidement sur le suivi des opérations des pilotes, puisqu'on en est loin. Je vais m'arrêter un peu plus sur le témoignage du centre de gestion 45, donc du Loiret, qui est fait de la paye pour 48 collectivités et depuis 2020, alors qu'ils étaient la plupart entre 2021 et 2022, donc en anticipation de phase. Le service de paye du centre de gestion, c'est 4 agents, dont 3 qui étaient déjà formés à la DSN. Elle fait la paye pour 1500 agents et elle utilise le logiciel Carus. La préparation, ils ont eu la chance de pouvoir entrer en 2019 dans le pilote et donc de pouvoir effectivement travailler avec le pilote. D'être avec un contact privilégié et direct avec l'éditeur pendant le pilote. Ils ont mis à peu près 6 mois de préparation. Alors, je vous rappelle, c'est un centre de gestion, hein, c'est leur paye à eux et puis la paye de 48 collectivités en plus.
La prise en main, elle a été facilitée effectivement par des procédures qui sont fournies par l'éditeur. C'est l'éditeur qui a donné les méthodologies de paramétrage du logiciel. Les fonctionnalités, les difficultés qu'ils ont rencontrées, c'est effectivement c'est la conduite au changement, c'est un nouveau fonctionnement qu'il faut apprendre et qu'il faut appréhender de façon plus précise, et avec une phase de configuration qui finalement prend du temps. On a besoin d'avoir effectivement ces éléments qui sont repris. Vous avez des bonnes pratiques, par contre, avec l'intérêt d'une participation au pilote, ce qui nous a… Alors, pour vous, ça ne va pas être de rentrer dans le pilote, ça va être de bénéficier effectivement du cahier qui est du mode d'emploi qui est mis à disposition, qui est issu des travaux de ces pilotes. Je reviens plus précisément sur cette slide qui va rester à votre disposition, que vous aurez à votre disposition, qui vous donne les différents chantiers qu'il faut planifier avec l'organisation du projet. Il faut travailler vraiment en mode projet, c'est le plus efficace. Il faut en définir le périmètre, savoir quels sont les services qui sont touchés dans votre organisation par ces modifications. Il faut ajuster du coup ces organisations et ces process en anticipant les changements. Et puis réajuster les services de paye et de RH, puisque dans le cadre de la DSN, les deux sont très étroitement imbriqués. Déjà, ils l'étaient déjà au départ, mais là, encore plus. Et puis, il y a une grande partie de déploiement technique, bien évidemment, l'accrochage entre les logiciels RH et paye, et puis le fait de pouvoir ou rester, si c'est déjà le cas, ou effectivement passer en mode API, c'est-à-dire en simplifiant au maximum la transmission des données de ce flux. Il y a des points de vigilance importants qui sont relevés, surtout si vous avez une diversité de population importante. Il faut adapter les principes et la temporalité de la DSN. Vous devez avoir une gestion qui devient mensuelle, c'est indispensable, puisque pour chaque mois, chaque DSN, les données doivent être actualisées, doivent être les plus fiables possibles. Eh bien, l'ampleur du projet et ses impacts organisationnels sont dans tous les cas, même pour les plus petites structures, importants. Faut surtout pas les sous-estimer. Et puis se poser la question de passer en mode API ou pas. Sur ceux qui sont plus particuliers aussi, l'accompagnement au changement, il faut une acculturation complète. Vous allez passer d'un système déclaratif à un système de contrôle continu. Il faut suivre les formations qui sont dispensées par votre éditeur dès qu'elles sont disponibles, dès qu'il vous en donne l'accès. Et puis, je le disais déjà dans l'intervention de la slide précédente, adopter la temporalité de la DSN et ses principes. C'est absolument indispensable. Les équipes doivent être mobilisées. Alors, je disais, ça touche plusieurs services. Et puis, il y a une mise en conformité, en qualité des données qui est indispensable. Une donnée qui est fiable, à la limite, j'aurais tendance à dire, quand la paye est bonne, quand la paye est juste, la DSN est juste. Donc, vous avez les moyens, effectivement, dès le départ, de transmettre des données qui n'ont pas besoin d'être modifiées ou d'être corrigées, même si la DSN offre ces possibilités. On gagne énormément de temps et on passe rapidement en ce qu'on appelle la DSN presse-bouton, c'est-à-dire que la DSN devient le dernier acte de la paye. Sur la mise en pratique, vous avez effectivement le fait de transmettre les DSN au plus tôt. C'est vraiment des éléments qui sont indispensables. Vous devez transmettre en conditions réelles. La paye, elle doit se faire au mois par mois. Et effectivement, dans certains cas, c'est une modification importante à mettre en place. Vous devez prendre en compte les retours et les améliorations, c'est-à-dire les comptes rendus métiers, prendre l'habitude de les consulter et d'agir à partir du moment où une anomalie est signalée ou une question est posée. Et excusez-moi, je suis en train de rajouter un dernier webinaire, un dernier sondage. Et puis, il vous faut mettre en œuvre les principes qui ont été, quand ils sont réalisés en pilote, et déclarer la DSN au plus vite sur la plateforme de production à partir du 1er janvier, soit 2021, soit 2022, puisque je vous le rappelle, l'entrée en DSN se fait au 1er janvier. Les enseignements qu'ils ont tirés, que le centre de gestion 45 a tiré, un grand gain de temps et une simplification, puisque toutes les déclarations se font en une seule fois, une fluidité accrue, une fois que le processus est maîtrisé, bien évidemment, c'est pas les 2 premiers mois que vous allez ressentir le gain important qui va vous être apporté.
L'intégration, elle est beaucoup plus simple au niveau des régularisations. On vous demande de régulariser en affectant la date, en affectant la typologie de ce que vous voulez régulariser. Du coup, moins de sources d'erreurs, moins d'interventions humaines, moins de sources d'erreurs, on les divise. Avec des axes d'amélioration. Alors, depuis, ils ont été améliorés, puisque là, c'est un témoignage qui date de début 2020, puisque maintenant, on a complété les comptes rendus métiers, CNRACL et IRCANTEC, et ils vont continuer à être complétés. Et puis, l'arrivée, et là, c'est prévu, là, c'est mis à l'étude côté projet. En réalité, c'est prévu au 1er janvier 2022, les signalements d'arrêt de travail qui vont être intégrés pour la fonction publique au flux de la DSN. Voilà, ici s'arrête la présentation magistrale telle que je l'avais faite. Donc, je vais inviter mes collègues à réactiver leur caméra et à me rejoindre, on appelle ça sur scène, mais à revenir à mes côtés pour reprendre quelques-unes des questions et y répondre en direct. Donc, voilà, mais je pense que comme Anne-Camille et Benoît sont déjà en train de répondre à des questions, c'est plus compliqué. Mais non, les voilà aussi. Alors, si vous voulez attraper quelques questions au vol, mesdames, et y apporter des réponses quand vous les connaissez, ça va être pratique. Et moi, je vais redescendre la liste des questions, puisqu'en faisant la présentation, je ne les ai pas lues. Et s'il y a des questions un peu pièges dedans, je vais m'en occuper moi-même. Bon, je crois qu'on a répondu à pas mal de choses, hein, déjà. Ah, il y a de l'écho dans le... Il y a de l'écho. C'est peut-être moi, je vais couper le lien. Hop. Ça va mieux. C'est pas encore terrible. Mais... Anne-Camille, essaye un peu de parler. Comment ça va ouais, mais je pense qu'il faut que tu coupes de l'autre côté, peut-être, non? Ça y est, je pense pas. Oui, c'est bon. Oui. Ça va mieux. Alors, bon, de toute façon, je pense que les questions pour lesquelles on n'a pas apporté de réponse par écrit, c'est que ça méritait une instruction particulière. On va les reprendre. Alors, donc le PowerPoint, on a répondu. Le calendrier aussi. Donc le logiciel, c'est indispensable. Alors pour Madame Donden, donc en fait quand vous faites deux payes, donc effectivement si deux populations de salariés sont gérées par deux systèmes de paye différents, vous pouvez faire ce qu'on appelle le fractionnement, donc c'est-à-dire de faire deux envois qui vont se cumuler chez nous, donc en envoyant tout simplement une fraction 1 sur 2 et une fraction 2 sur 2. Et donc je vous ai mis le lien explicatif. Donc les salaires rétablis, donc ça ce sont pour les signalements. Hop. Donc vous pouvez faire effectivement vos DSN, les envoyer en avance, ce qui est assez pratique dans la période d'été, souvent pour les échéances du 15 juillet et du 15 août, hein, vous pourrez faire votre envoi avant de partir en vacances tranquillement. Donc, pour savoir si vous devez rentrer ou non en 2021, donc je vous ai mis le lien avec le calendrier, si vous êtes attendu ou non. Alors, pour les agents qui ont leurs heures de janvier payées sur février, comment cela se passe-t-il? Alors après, tout dépend si c'est un rappel de salaire ou si c'est simplement une notion de décalage de paye. Donc là, si c'est une notion de décalage de paye, bah là, il n'y en a plus. Hein, il n'y a plus de décalage de paye depuis... ça fait 3 ans déjà. Donc là, dans ces cas-là, si des heures de janvier sont payées début février, bah, ça rentrera sur la DSN de janvier.
Par contre, si c'est un rappel de paye, dans ces cas-là, si le rappel de paye est payé en février, parce que c'est un rappel de paye par rapport à une date, par rapport à une période de paye antérieure, là, dans ces cas-là, les taux attendus, les taux et plafonds attendus, c'est la période où le complément a été effectué. Donc, si c'est un complément de traitement qui est fait en février, ce sera rattaché en février. Mais si c'est juste le salaire proprement dit du mois de janvier qui est payé le 1er février, là, dans ces cas-là, on attend un rattachement de cotisation sur janvier. Sachant que, comme il y a une désynchronisation entre le social et le fiscal sur les dates de rattachement, parce que vous savez que si on prend une paye de décembre où vous faites un versement en janvier au titre de décembre, ça rentre dans la période fiscale N+1, donc celle qui porte le mois de janvier et pas celui de décembre. Mais là, dans ces cas-là, c'est le bloc versement de la DSN qui va donner l'indication à la DGFiP. Donc, on peut se retrouver dans ces cas-là pour un même versement, d'avoir un rattachement URSSAF à décembre et un rattachement DGFiP à janvier, suivant la date de versement du salaire. Alors, si vous payez les cotisations trimestriellement, vous continuerez à le faire. Donc, de toute façon, en tant que collectivité, vous êtes soumis à l'obligation de virement. Donc, je ne vais pas vous parler de bloc versement, hein, ce sera pas utile. Donc, vous continuerez à faire vos versements trimestriellement, hein, si vous le souhaitez. Alors, pour le Passero, on envoie quand même celui de décembre, oui, bien sûr. Donc, Passero décembre et Pass janvier. Le pass janvier étant à l'échéance du 5 février. Oui. Le mois de janvier est déclaré le... Voilà, je parle de mois principal déclaré. Non, mais c'est vrai. Et le Passero de décembre est envoyé début janvier. Voilà, comme c'est ça. Parce que des fois, les notions les plus simples sont les sources le plus d'erreurs, donc je me suis permis. Je recoupe mon micro, je repars. Alors, faut-il voir avec le logiciel Berger-Levrault? Ça, après, on va dire que c'est au cas par cas. Hein, si vous sentez envoyer la DSN. Bon, de toute façon, vous avez la possibilité de faire des envois tests. Donc, vous pouvez très bien faire un envoi test. Et puis, si vous n'avez pas d'anomalie et que les comptes rendus métiers sont positifs, ne relèvent pas d'anomalie particulière, vous pouvez envoyer en réel, ou vous pouvez très bien, si vous souhaitez consolider quelques éléments avec votre éditeur, hein, de prendre contact avec lui avant le premier envoi. Donc là, si l'agent détaché perd son statut de fonctionnaire, là, il sera déclaré comme un contractuel. Hein. Après, j'ai l'impression de passer peut-être vite sur certains sujets. Si jamais vous avez des interrogations un peu plus poussées ou si j'ai répondu un petit peu trop évasivement, soit on en reparlera après, ou sinon vous pouvez aussi poser vos questions sur la base de connaissances du site de l'entreprise, DSN Info, où là vous avez toute une équipe qui est là pour vous répondre. Alors soit pour des questions générales ou après il y a des experts de la COS, de la MSA, des organismes complémentaires qui seront là aussi pour vous répondre. Alors, les centres de gestion ne sont pas repris. Faut-il continuer à faire une déclaration chez eux? Didier, moi ça me dit rien, hein, la déclaration au centre de gestion en DSN. C'est pas... Non. Donc non, moi non plus. Si la question était les cotisations au centre de gestion, non, c'est du bilatéral avec le centre de gestion concerné directement. Si c'est le sujet de la question, hein, peut-être que je me trompe dans l'interprétation de la question.
Donc là, j'ai répondu très, très généralement que toutes les formalités non remplacées par la DSN doivent faire l'objet de la déclaration via l'ancienne procédure. Alors, par contre, il y a 2 personnes, Madame Dieval et Madame de Groise, qui envoient des questions dans le chat. Donc, du coup, je vais… après. Ouais, mais du coup, c'est dommage parce que elles vont pas être enregistrées dans la suite. Et est-ce que tu peux peut-être faire un copier-coller, Didier, peut-être des questions et les remettre dans… je suis feignant. Si je peux éviter. Mais non, mais j'essaye. J'essaye, je sais pas comment ça fonctionne. Non, ça emmène tout le chat quand j'essaie d'en choper. Ah, attends, si. Et du coup, ça va être comme si moi je la posais. Donc. Non, je ne peux pas poser une question. Tu peux pas. Ah bon, on ira après. Alors pour les autres organismes, alors la CNRACL, elle va être en DSN. Alors est-ce que c'est 2021 ou 2022 on vérifiera après. Mais oui, effectivement, la CNRACL, elle va bien être en DSN. Ensuite, pour les autres organismes, le plus simple, hein, c'est de prendre attache avec eux en demandant s'ils rentrent en 2022. Bon, j'ai envoyé un lien au-dessus hein, avec les principales formalités qui sont remplacées. Donc, Madame Dubois, c'était la même chose. Donc, je vous enverrai le lien avec je répondrai hein, sur l'une des 2 questions sur les formalités qui sont remplacées. Alors, les fiches de paramétrage organisme complémentaire, en général, ça met 7 à 10 jours avant de remonter, comme le pass. Hein. En général, c'est à quelques jours près. Le bilan URSSAF, lui, remontera instantanément, hein, quelques minutes après, avec le bilan d'identification des salariés et puis les contrôles interdéclaration. Concernant l'URSSAF, il n'y a pas de centimes. Voilà, donc on fait l'arrondi, exactement. Pareil pour les fractions. Exactement. Même question qu'Aurélie, devra-t-on continuer à faire des déclarations mensuelles habituelles Si elles ne sont pas substituées par la DSN, oui. D'accord, ok. Voilà. Enfin, je suppose que c'était le sens de la question. Celles qui sont substituées, en l'occurrence la seule mensuelle qui soit substituée directement, c'est la DUX, la DATU étant annuelle. Et par contre, Passero aussi, bien sûr, hein, mais Passero, ça n'est qu'un véhicule qui remplace le pass. Et à partir du moment où vous êtes en DSN, le pass est fait, donc vous ne faites plus Passero. Mais la seule mensuelle supprimée de façon générique, c'est effectivement la DUX, puisque le transfert des cotisations, le calcul des cotisations est fait automatiquement dans le cadre de la déclaration sociale nominative. Je suis content parce que je pique une réponse à l'URSSAF. Alors, non, pour les DSN, arrêt de travail et reprise, ça sera au 1er janvier 2022. Aujourd'hui, ça passe dans le flux mensuel comme des informations et vous devez continuer à faire les procédures habituelles que vous faites habituellement. Pour les ruptures de contrat, pour ce qui est de Pôle emploi, pour les contrats de droit public, de droit privé, les contractuels de droit privé, vous devez continuer à faire effectivement soit la DPAE directement sur net entreprise comme vous la faisiez avant, mais si le contractuel dont on parle en fin de contrat est déjà dans la DSN, on peut effectivement faire un signalement de fin de contrat de travail qui permet à Pôle emploi de vous rematérialiser l'attestation employeur que vous remettez au contractuel à son dernier jour d'activité, puisque normalement, le droit du travail, qui n'est pas le droit social, hein, le droit du travail exige que l'ensemble des documents soient remis aux salariés le dernier jour d'activité. C'est sans délai. Mais ça va changer à partir de 2022. Ensuite, merci Didier. Alors, concernant le DIF élu,
Comment cela va se faire? J'ai envie de dire suivant l'ancienne procédure également. Hein. Alors. Pour Cyril, moi je reste très humble sur la présentation que je viens de vous faire. Je peux vous avoir induit en erreur peut-être sur un ou deux sujets ou avoir fait une erreur d'explication. Typiquement, on ne fait pas la DSN si la paye n'est pas validée. La DSN, c'est à l'image de la paye, c'est le dernier acte de la paye. Alors par contre, c'est ce que je vous disais peut-être dans cette présentation, excusez-moi si je l'ai fait et je me répète, et si je ne l'ai pas fait, voilà une bonne nouvelle. Normalement, ceux qui passaient par les trésoreries pour payer les salaires, les trésoreries vous demandaient de transmettre les éléments de la paye pour fabriquer la paye. Ils vous demandaient de transmettre les éléments de la paye le 5 du mois courant, c'est-à-dire le 5 mars pour la paye de mars. Et la DSN du mois de mars, vous la transmettiez le 5 avril. Mais ce qui veut dire que le 5 avril, vous aviez à transmettre une DSN pour le mois de mars et les éléments de paye pour le mois d'avril. Donc, suite au problème qu'ont rencontré beaucoup de collectivités, la Bercy a envoyé une instruction aux trésoreries pour reculer la date de transmission des éléments de la paye définitifs au 20 du mois courant. Mais la DSN, la transmission du fichier DSN se fait toujours à M+1, sauf si vous faites un dépôt anticipé pour les vacances ou autres. Mais de toute façon, la déclaration, la DSN est enregistrée à l'échéance, elle ne peut plus être modifiée à échéance, mais jusqu'à l'échéance, elle peut l'être. Donc en réalité, c'est vraiment, une fois que la paye est arrêtée, que l'on fait, on édite le flux de la DSN et qu'on le transmet. Donc je pense que dans ce que vous a proposé votre fournisseur, votre intégrateur du logiciel Cyril, c'était sûrement une information relative à quand est-ce que vous devez valider la paye dans le logiciel, mais même ça, même si c'est dans le logiciel que vous la validez, le flux DSN est créé après cette validation. C'est vraiment la dernière étape de la paye, la DSN. S'il y a d'autres besoins de précision, Madame Roland, vous n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers nous parce que il y a peut-être une information qui nous échappe, enfin qui m'échappe à moi, puisque là je mouille mes collègues, mais non, il n'y a rien qui leur échappe à eux, qui m'échappe à moi. Et donc si ma réponse colle pas exactement, n'hésitez pas à revenir vers le GIP pour qu'on vous aide et qu'on vous accompagne. Alors, Madame Caglio, CCAS 3 agents, caisse des écoles, 1 agent, la ville 200. Donc, la ville est effectivement en obligation 2021. Donc, vous pouvez rentrer par anticipation sur vos autres structures où vous êtes attendu en 2022. Vous pouvez bien rentrer par anticipation au 1er janvier 2021, sans problème. D'autant plus si le CCAS et la caisse des écoles dépendent du même SIRAN. Parce que si c'est le SIRAN de la ville qui doit rentrer au 1er janvier 2021, les SIRET du CCAS et de la Caisse des écoles doivent aussi y rentrer au 1er janvier 2021. C'est le SIRAN qui emporte la date d'entrée. Et donc, tous les SIRET qui en dépendent doivent le faire. Si par contre, le CCAS et la Caisse des écoles ont des SIRAN séparés, effectivement, la réponse de M. Farzadeh est la bonne. Vous pouvez faire ce dépôt. Je vous le disais, les dates de jalon d'échéance obligatoire sont des dates ultimes. C'est-à-dire que vous devez être rentré avant cette date-là, au plus tard au 1er janvier 2022. Alors, Madame Donden, je complète ma question, je ne suis pas sûr. Donc, j'ai 2 P, mais sur le même logiciel. En fait, le centre social est un établissement secondaire du CCAS. D'accord. Donc là, effectivement, il y a vous avez 2 possibilités dans ces cas-là. Donc là, on oublie un peu le fractionnement. Vous vous demandez en fait si vous devez faire 2 DSN ou si vous devez en faire qu'une. On a toujours eu une règle côté URSSAF où on était sur un SIRET égale une DSN. Donc là, avec l'entrée de la fonction publique en DSN, effectivement, vous avez aussi la possibilité de déclarer les agents par le biais de la DSN où il est géré en paye. Donc, si effectivement vous avez un établissement qui gère la paye un établissement qui gère la paye d'un autre, je vais vous dire, c'est au choix.
Didier, est-ce que Oui, tu veux... Non, non, tu as tout à fait raison. Non, non, la DSN est un fichier, c'est un flux. C'est un flux qui est émis par le logiciel de paye. Le détail de la paye que vous faites, on le conserve. Par contre, ce que je vous invite, c'est à vérifier auprès de vos correspondants de l'URSSAF que le SIRET que vous allez conserver pour faire la paye est bien un compte cotisant déjà inscrit à l'URSSAF. Parce que si par hasard vous prenez celui du CCAS alors que c'est l'autre qui est le centre social ou inversement le centre social alors que c'est le CCAS qui est connu aujourd'hui comme étant un compte cotisant, ce serait dommage parce que c'est toute une série de démarches à faire avec l'URSSAF compliquées. Il suffit simplement de vérifier avec eux que le SIRET que vous voulez choisir est inscrit comme compte cotisant et si oui, il n'y a aucune difficulté pour le faire. Faut pas me provoquer pour compléter les réponses, hein. Je peux faire des fleuves moi derrière. Non, mais c'était voilà. En plus, j'avais oublié de le dire, donc ça tombe bien. Alors, ma connexion rencontre un problème, me dit-on. Non, ça va. Alors, Madame Menu, votre éditeur de logiciel a raison pour lui. Ça lui évite de se fatiguer et de vous expliquer comment on fait effectivement des modifications dans les DSN suivantes. Non, la DSN, elle est le reflet de la paye. Donc, vous enregistrez dans la DSN du mois de mars les événements du mois de mars qui sont enregistrés dans la paye de mars. S'il n'y a pas de modification de traitement des agents, s'il n'y a pas d'arrêt de revenus, s'il n'y a pas de modification de ce type-là, il n'y a aucune raison que ce soit porté dans un fichier plus que dans l'autre. Le seul petit bémol qu'on a, c'est avec nos amis, avec nos collègues, avec nos amis oui, de la DGFiP, c'est que la DGFiP considère que le prélèvement à la source doit être effectué le jour où l'argent change de poche. Nous, on estime que la DSN doit emporter les modifications le jour où elles sont en paye. Donc, c'est effectivement attendre le dernier jour du mois pour avoir les arrêts. Oui, ça serait bien plus pratique. Ce serait bien plus pratique. Sauf qu'à partir du 1er janvier 2022, les signalements d'arrêt de travail passeront par des signalements uniques et seront complètement décorrélés du flux mensuel de la DSN. Donc, conservez vos pratiques de paye, restez sur la périodicité qui est la vôtre. L'idée n'est pas de changer le mode de fonctionnement de la paye, mais le rythme déclaratif. La photographie est prise. La DSN, c'est une photo. Donc, on prend une photo au moment où vous faites la paye. Si vous arrêtez la paye le 20, de toute façon, la DSN, les modifications ultérieures au 20 seront portées sur la DSN du mois suivant avec un correctif adapté à la date de l'événement. Mais vous ne pouvez pas faire une DSN décorrélée de votre paye. Enfin, vous ne devez pas, pardon. Vous pourrez toujours, mais vous ne devez pas. Madame Bourlet, en cas de rétablissement de plein traitement suite CLM et CLD, peut-on intervenir sur 2 ans? Comment fait-on? Je vous avoue ne pas comprendre la question. Vas-y Didier. Les correctifs. Alors peut-être que j'ai cru que Barbara voulait répondre, Madame Thiraud voulait répondre, mais non. Hein. Oui. Est-ce que quelqu'un peut poser une question sur le compte ATMP ou sur oui. pour, je répondrai pour entendre la voix de Barbara, s'il vous plaît. Les fichiers DSN portent de façon naturelle et native sur 36 mois. Donc, effectivement, vous pouvez faire des rétablissements sur 3 ans. Donc, les 2 ans sont bien évidemment intéressants. Par contre, toutes les modifications que vous allez porter dans une DSN corrective avec des blocs de correction, si l'anomalie ou le rétablissement que vous faites porte sur plusieurs mois, il faut autant de blocs correctifs que de mois concernés. C'est-à-dire que quand vous me dites sur 2 ans, si c'est sur 24 mois qu'il y a une modification à faire, et que vous devez rétablir ce traitement sur 24 mois, vous devez faire, je suis désolé, 24 blocs correctifs dans la DSN de l'année concernée. C'est-à-dire que vous vous rendez compte en janvier 2021, vous avez en janvier 2021 24 blocs correctifs pour les 24 mois qui sont à modifier. Merci Didier. Je ne voulais pas être porteur de nouvelles. Non, il faut que je trouve une bonne nouvelle à donner en question pour pas finir sur une information comme ça. Oui, c'est plus simple, mais vous devez le faire 24 mois.
Alors, la paie du mois doit être validée avant l'envoi, donc ça, tu en as parlé tout à l'heure, Didier. On ne revient pas dessus. Merci, Madame le Duc. Sinon, moi, j'ai une question maintenant. Allez. Madame Mercier, vous nous demandez comment faire quand le test DSN nous indique qu'un agent titulaire a un taux AT inexact. Donc, Benoît, la correction du taux. Alors déjà, il faut être sûr que la notification, elle a été faite, donc on relève bien du régime général et quand la notification a bien été faite par, elle vous a été notifiée par la CARSAT qui dépend de votre circonscription déjà. S'il n'y a pas eu de taux notifié, on a un taux provisoire qui est notifié par l'URSSAF. Et après, en cas de correction de taux, il se fait le mois suivant, hein, c'est ça, Benoît? Lorsque le taux initial. Nous, jusqu'en 2020, en fait, là, actuellement en DUX, on ne vous demandait pas, de correction, parce qu'en cas de rétroactivité de changement de taux, nous, on venait plaquer le bon taux sur les périodes antérieures concernées par la modification, et ça générait sur votre compte URSSAF un débit ou un crédit, suivant si le taux était revu à la hausse ou s'il était revu à la baisse. Alors jusqu'en 2020, pour le régime général, c'était pareil, on ne demandait pas non plus de correction. Par contre, à partir de 2021, on introduit l'équivalence entre les données individuelles et les données agrégées, donc votre déclaration avec les codes types de personnel, les assiettes et les taux, si bien que quand il y aura une correction, c'était vraiment un réel besoin des éditeurs, hein. On en discute depuis très longtemps déjà, à chaque réunion d'éditeurs. Et donc là, à partir de 2021, on va demander de manière soit en annulaire en place ou soit en différentiel. Bon, ça, c'est pour parler avec le GIP sur la question. Sur le fait de déclarer l'ancien taux avec l'assiette et en négatif, et le nouveau taux avec l'assiette en positive pour justement que ce qui apparaît sur le bulletin de paye soit en cohérence avec les données transmises par la DSN. Donc il y aura une fiche consigne qui va aboutir d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine là-dessus. Donc on attendra bien une régularisation. En gros, pour simplifier le raisonnement, l'URSSAF ne fera plus de correction automatique à votre place. Puisque c'était ce qui se passait, et quand vous vous rendiez compte qu'il y avait une erreur, vous faisiez une correction, mais vous corrigiez un taux qui avait déjà été modifié par l'URSSAF. Et donc, du coup, on avait une double erreur. Et effectivement, c'est quelque chose qui parle de la gestion nominative que l'URSSAF adopte à partir de maintenant. J'en profite pour vous dire que vous tous, déclarants, vous avez des modifications importantes et des évolutions importantes à faire. Mais imaginez les modifications qui ont été faites au niveau des systèmes d'information des organismes de protection sociale. C'était quelque chose d'énorme, puisque tous aujourd'hui parlent le même langage avec les mêmes systèmes informatiques, et parce que les informations sont partagées. Donc ça a été un chantier énorme et des modifications énormes. Et on va aboutir au 1er janvier 2022 avec l'intégration de l'ensemble des agents de la fonction publique, et avec une DSN stabilisée, avec l'emploi de mêmes notions par l'ensemble des organismes de protection sociale. Et l'air de rien, c'était un énorme chantier qui s'est très très bien passé. Et du coup, c'est une chance, puisque c'est une peur, hein, si vous vous rappelez, avant l'entrée en DSN, tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on a pu lire, rien de tout ça ne s'est produit. Mais effectivement, l'URSSAF ne peut plus automatiquement corriger sans votre intervention. Vous êtes responsable de la transmission des données que vous faites. Et donc, Madame Mercier pose une question pour compléter la précédente. Alors, là, c'était une erreur de saisie. D'accord. Bon, on va revenir juste après. Je vais prendre les questions, on va prendre les questions dans l'ordre peut-être. Hein. Là, on en était à Madame le Duc pour le versement de certaines indemnités comme les AFR
qui se font une fois dans l'année, elles sont rattachées au mois où elles sont versées. Effectivement, hein, le fait générateur, c'est la date de versement, sauf si c'est un agent qui est sorti, hein, un CDD en fin de contrat, ou là, ce sera la dernière période d'emploi. Il y a une petite modification, Benoît, que tu vas recevoir bientôt, que moi j'ai reçu avant-hier. On a effectivement, il a été acté que l'on pouvait, s'il y avait effectivement, et ça se passe aussi pour les élus, s'il y avait il y avait possibilité d'avoir une mensualisation de la déclaration et une annualisation du versement. Mais on pouvait parfaitement imaginer aujourd'hui d'avoir un fractionnement mensuel, c'est au choix du déclarant, de le faire un 12e mensuellement ou une seule fois avec 12 déclarations ou une seule fois avec une seule déclaration. C'est dans le décret qui porte simplification, on porte cette réponse-là. Il y avait à trancher. Tu as raison, jusqu'à aujourd'hui, c'était effectivement le flux générateur, c'était le moment où c'était mis en rémunération. Mais par exemple, on a des élus qui décident de laisser leurs indemnités à disposition de la ville ou à disposition d'une association. Ce qui veut dire que il n'y aurait pas de cotisation dessus puisqu'ils ne le touchent pas. Or, en réalité, comme c'est quelque chose qui est dû, qui n'est pas simplement pas versé au destinataire final, mais c'est pas pour ça que ça n'est pas soumis à cotisation, à certaines cotisations ou à prélèvement à la source si nécessaire. D'accord. Merci Didier pour ces précisions. C'est tout neuf. Alors, en ce qui concerne les taux d'imposition, aurons-nous un CRM à importer de notre entreprise à notre logiciel? Oui, effectivement, vous avez un compte rendu qui vous notifie les taux. J'imagine que votre éditeur, il va se servir de ce compte rendu pour une injection, directe dans le logiciel. Hein. Je ne me trompe pas d'idée là-dessus. Alors, la déclaration Passereau n'est plus d'actualité et est remplacée par la DSN, mais comment récupérer le CRM s'il n'y a plus de déclaration Passereau? Ben voilà, on vient de le dire précédemment, par le compte-rendu DGFIP qui sera mis à disposition une dizaine de jours après le dépôt. Les déclarations de prélèvement à la source des non-résidents sont trimestrielles avec un CERFA. Vont-elles être reprises en DSN? Je n'ai pas la réponse. Didier peut-être. Pardon, il fallait que je rouvre mon micro. Excusez-moi, j'arrivais plus à le rouvrir. Je voulais pas répondre. Si vous avez des questions plus simples, je veux bien y répondre. Non. Bah, sinon, on va demander à Anne-Camille. Je sais pas, elle parle pas depuis tout à l'heure. On est de toute façon sur une intégration de la totalité des revenus à l'intérieur de la déclaration sociale nominative. Donc que ce soit trimestriel, mensuel, beaucoup de démarches. Mais de toute façon, si vous avez à en faire, si vous en aviez déjà à en faire, si elles sont transmises par le biais de la DSN, vous en êtes averti directement au moment du dernier attendu du CERFA. Mais là, on n'est pas sur des prélèvements de revenus. On est plus du côté de Passereau que du côté du PASS sur les non-résidents, puisque c'est considéré comme des revenus autres. Merci. Alors, les signalements en fin de contrat et d'arrêt de travail et de reprise sont obligatoirement à faire en compte du 1er janvier 2021 comme la DSN, sauf pour les titulaires, hein, c'est ça? Oui. L'arrêt de travail et de reprise sont pas obligatoirement à faire à compte du 1er janvier. Non, les signalements de fin de contrat, ça dépend. Dans la DSN, le signalement, pour pouvoir substituer le signalement à une autre déclaration, il faut qu'il y ait suffisamment de DSN antérieures pour que on puisse le faire. Donc, par exemple, 3 mois pour un arrêt maladie, 12 mois pour un accident du travail, 12 mois, ou alors la date du début du contrat pour un contrat court ou voire même un contrat inframensuel. Donc, l'utilisation de la DSN est obligatoire légalement depuis le 1er janvier 2019 pour la transmission des données sociales et les cotisations sociales. Mais à partir du moment où la DSN peut se substituer. Donc oui,
Si vous avez dépassé les 3 mois, c'est possible, mais pas obligatoire, ça le sera au 1er janvier 2022, ou des 3 ou des 12 mois. Mais si vous êtes dans le premier trimestre, non, vous ne pouvez pas substituer une DSIJ à un signalement d'événement d'arrêt maladie à une DSIJ si vous n'avez pas le nombre de DSN voulu pour remplir les 3 mois ou les 12 mois nécessaires à son calcul. J'ai tout compliqué à la fin de ma phrase? C'est possible. Donc, je pense que ça répond à la question de Mme Menu. Oui. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais j'ai un rafraîchissement en cours. D'accord, on dirait que... Non, on t'entend. C'est bon. Alors, pour Mme Capet, du coup, je vais attraper la question de Mme Capet le temps que tu reviennes, Benoît, parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois et c'est stressant. Pour les communes de moins de 100 salariés qui rentrent en DSN au 1er janvier 2022 ou plus tard, est-il possible de faire des envois en test en 2021? Bien sûr. Sachant que vous devez continuer à faire en double commande les déclarations que vous faites aujourd'hui. Mais oui, vous pourrez faire des tests tout au long de l'année. Vous pourrez utiliser les outils qui sont mis à votre disposition pour faire des tests, valider et corriger, voire paramétrer correctement votre logiciel avant, bien évidemment, l'échéance du 1er janvier 2022. Tu es revenu, Benoît? Oh, Benoît, alors, il est revenu. Je suis là, mais j'ai pas. Ah oui, j'ai difficilement accès au. C'est pas grave, je continue le temps que tu arrives. Voilà, j'ai carrément parti. Pour ce qui est des déclarations qui ne sont pas citées, DATSU, DUX, CNRACL, RAFP et IRCONTEC, vous continuez les déclarations bilatérales telles que c'était prévu, telles que c'est en place, c'est qu'elles ne sont pas substituées par les déclarations sociales nominatives. Par contre, si je peux pas prévaloir de ce qui va se passer d'ici le 1er janvier 2022. Donc là, mais en l'occurrence, au moment où je vous parle, on ne fait que ces changements-là. Ensuite, Madame Mercier qui revient avec une question pour Barbara. Donc, je laisse Barbara répondre. Non, c'était la question sur des agents titulaires, c'est ça? Oui. Bon, voilà, moi, je notifie le taux pour le régime général. Donc, voilà, Madame Soubirou répond effectivement. Je vous remercie, c'était la bonne réponse. Pour les taux AT, je vais peut-être parler, du coup, je regarde la parole sur les taux 2021. Donc, les barèmes ont été validés par les partenaires sociaux, mais ils ne sont pas publiés au journal officiel. Lorsqu'ils sont publiés au journal officiel, on lance les taux, les calculs, et les notifications, elles sont éditées dans la foulée. Donc, en fait, vous n'avez pas de taux de cotisation notifié avant le 1er janvier. On vous invite expressément à adhérer à la dématérialisation du taux sur Net Entreprise. Donc, il faut ouvrir un compte AT et adhérer à la dématérialisation. Alors, malheureusement, si ça avait été fait avant le 1er décembre, la démat était automatisée. Donc là, il faut faire les 2 manipulations, ouvrir un compte ATMP et adhérer à la démat de la notif de taux. Et vous avez un signalement, lorsqu'il y a un taux qui est disponible, le Net Entreprise, vous avez un signalement qui vous dit qu'il y a un taux disponible. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller faire de la consultation chaque jour pour vérifier si le taux est bien arrivé. Avec la démat de la notif de taux, vous avez un signalement. Donc, me voilà revenu, j'imagine. Donc, j'ai un peu perdu le fil des questions. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Alors, moi, je vais sauter tout de suite sur la question de Madame Calembert, parce que je lui avais répondu sur les régularisations. Sur les 24 mois, si le logiciel ne nous permet pas de scinder, le logiciel doit obligatoirement vous permettre de scinder, sinon il n'est pas en raccord avec la norme, il n'a pas signé la charte de la DSN, et effectivement, vous utiliseriez, mais ça m'étonnerait parce qu'on n'en a plus d'exemple, de logiciels qui ne seraient pas en phase avec la norme de la DSN. Et la norme de la DSN, c'est 36 mois. Mais oui, effectivement, vous devriez détailler, c'est-à-dire que vous devez faire
autant de blocs régularisation que de mois concernés, puisqu'il faut que vous adressiez la date de la modification ou de la correction quand vous faites une modification ou une correction. D'accord. Alors, Madame Capet, pour les communes de moins de 100 salariés qui entrent en DSN en janvier 2022 ou plus tard, est-il possible de faire des envois de tests en 2021 ? J'ai envie de vous dire oui, mais tu as peut-être répondu, Didier, déjà, non? D'accord, mais surtout, faites bien attention que c'est un test, parce que si vous envoyez une réelle, là, on ne pourra pas vous sauver, parce que vous serez obligé de continuer en DSN, surtout si c'est le mois de janvier. Oui, il ne faut pas faire ça. De toute façon. Si vous envoyez une DSN réelle, vous enverrez les données PASS et vous aurez en même temps envoyé votre donnée PASS-RO. Et là, vous ne serez pas bien vu du tout par la DGFiP et ça va être compliqué. Tu as tout à fait raison, Benoît. Vérifiez bien d'être en mode test et pas en mode production. Mais l'affectation de la base sur laquelle vous faites la DSN, on ne peut pas se tromper, on peut simplement oublier qu'on est resté sur le mode découverte du réel. Donc, c'est vraiment indispensable de systématiquement passer en mode test de façon à ne pas avoir de surprise de ce type-là. J'ai contacté la CAREL qui n'ont pas encore fait les démarches pour la DSN. Comment fait-on si ce n'est pas réglé pour février? Par l'ancienne procédure. Hein. Donc le contacté, ça c'était Barbara, c'est fait. Les déclarations d'arrêt de travail ressemblent toujours des relevés d'IJ. C'est nouveau. C'est nouveau. On va bientôt avoir les bordereaux, le BPIJ. Qui va être disponible effectivement dans les mêmes conditions automatisées. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc oui, c'est sur Net Entreprise que vous allez les trouver, pas dans des CRM. Il faudra aller sur Net Entreprise comme aujourd'hui encore, toute l'année. Merci Didier. Et enfin, je crois que c'est la dernière. Notre collectivité a plus de 100 salariés, donc DSN obligatoire au 1er janvier 2021. Notre CCAS employant moins de salariés n'est pas obligé d'être en DSN à la même date. Les centres communaux. Ça dépend du SIRAN. Oui. Si le SIRAN, bien évidemment, oui. Si c'est le même SIRAN, vous êtes obligé de passer au 1er janvier 2021. Si ce n'est pas le même SIRAN, non, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Voilà. Mais l'affectation de la date d'échéance 1er janvier 2021 ou 1er janvier 2022 se fait sur la base du SIRAN et tous les SIRET qui sont sous ce SIRAN, donc issus de ce SIRAN, puisque je vous rappelle que le SIRET, c'est simplement le SIRAN plus un code complémentaire d'établissement. À partir du moment où vous avez le même SIRAN, c'est la date du SIRAN qui s'applique. Et d'ailleurs, pour calculer le nombre de salariés dans la déclaration, c'est le nombre de salariés dans le SIRAN. Donc pour tous les SIRET, c'est la somme de tous les SIRET. Et donc, je rappelle que j'ai mis le lien du calendrier, dans les premières questions. Les cotisations à TIACL sont-ils reprises dans la DSN? Je dirais que non, parce que ça ne me dit rien du tout de le voir dans le cahier. Non. Donc non. Non, toujours pas. Bon, je pense qu'on a dépassé de 8 minutes l'heure et demie qui était affectée, mais on a tellement de difficultés que de toute façon, on ne peut pas dire qu'on est en retard. On peut juste dire. Donc, si je voulais piéger n'importe lequel de mes collègues, je dirais, bon, alors, je vous laisse dire le mot de la fin, mais je ne suis pas persuadé. Anne-Camille qui Anne-Camille qui vient de revenir, oui. Voilà. Elle peut nous dire le mot de la fin, je pense. C'est bien là, mais si j'allume ma vidéo et le micro, j'ai tout qui se déconnecte. Je suis désolée, donc c'est pour ça que je me suis cachée. La campagne. Donc voilà, donc on me propose de dire le mot de la fin, mais j'ai rien de plus à ajouter. Donc hormis moi je vais juste faire ma petite parole pour la dématérialisation, de ne pas oublier de vous connecter sur votre espace en ligne de l'URSSAF depuis votre messagerie pour nous adresser des messages. Les messages sont pris en compte très rapidement, donc ne pas hésiter à vous connecter sur votre espace en ligne pour nous écrire. Ça sera beaucoup plus rapide qu'un appel ou que de nous envoyer des courriers qui maintenant ne sont plus à disposition dans les régions. Voilà, je vous remercie par avance.
Barbara, en tant qu'animatrice, vous voulez… merci de vous être connectés si nombreux. Pour moi, c'est le premier webinaire et je trouve que c'est plutôt réussi et beaucoup d'échanges et beaucoup de questions. Et j'espère qu'il y en aura d'autres de webinaires et de rencontres. Oui, alors, pour répondre à la question, oui, il y aura d'autres webinaires, comme je vous disais en début de présentation. On en refera au moins 2 dans l'année qui vient pour accompagner ceux qui doivent rentrer au 1er janvier 2022. Normalement, dans le replay, vous devez avoir accès effectivement à nouveau aux questions et aux participants. Si ce n'était pas le cas, de toute façon, on va extraire les questions, les participants. Le webinaire va être en replay pendant quelques semaines. Si vous vous ennuyez entre Noël et le jour de l'an, vous pouvez venir nous revoir. Il peut y avoir un côté sympathique à revenir voir cette présentation formidable. Alors, je voulais vous dire que donc on vous mettra à disposition la liste des participants. Vous avez raison, ne serait-ce que pour identifier les autres collectivités proches de vous ou identiques aux vôtres, de façon à ce que vous puissiez vous entraider, c'est indispensable. Et oui, vous avez tout à fait raison. Je vous donne rendez-vous sûrement au mois de mars pour qu'on fasse une présentation des modules expertise, donc là plus effectivement rentrer dans le dur de la déclaration pour ceux qui n'y sont pas encore rentrés, qui se prépareront pour 2022. Le 1er janvier 2022. Donc, je voulais à nouveau vous rappeler que le fait de dématérialiser les déclarations sociales et les cotisations ne dématérialise pas les humains qui sont en relation avec vous dans les régions. Vous avez les moyens de les consulter. Alors, régulièrement, effectivement, beaucoup d'éléments sont redondants. Quelquefois, on a un peu de mal, et la crise sanitaire a mobilisé beaucoup d'entre nous pour justement mettre en place ces nouvelles procédures, aider les entreprises, aider, je pense à nos collègues des CEPAM, aider dans le cadre du contact tracing tous ceux qui pouvaient être touchés par cette pandémie et cette crise sanitaire. Donc, mais les contacts habituels que vous connaissiez sont toujours en place. On essaye d'être au maximum à votre disposition. Et donc, on vous donne rendez-vous courant mars. Peut-être plus tôt, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous directement. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, faites attention à vous, protégez-vous, protégez les vôtres. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère que on va clôturer un épisode un peu compliqué et qu'on va s'ouvrir des rêves un peu fous pour l'année 2021 et qu'on se retrouve tous pour vous aider à passer dans la DSN de la façon la plus simple et la plus j'allais dire la plus douce, oui, enfin sans à-coups, sans difficulté. Il n'y a pas de piège, il y a que des situations qui sont un peu complexes. Donc très bonne journée à vous tous, très bon réveillon, très bonne fête si vous et très bonnes vacances pour ceux qui vont l'être. Et on se retrouve en tout début d'année. Si vous avez des questions pour ceux qui sont dans l'obligation du 1er janvier 2021, n'oubliez pas, comme vous, il y a des salariés dans les organismes de protection sociale qui vont travailler entre les deux, qui feront pas le pont entre les deux réveillons et qui seront disponibles pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul pour aborder la DSN. Merci à vous tous, bonne journée et puis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne fête à tous. Au revoir.